Bonsoir à tous. Je vais pas être aussi professionnel que je risque de bégayer, de rater mes mots, je préfère vous prévenir. Donc ce soir, en fait, avec John, on va vous présenter un petit peu différents aspects de la permaculture. Je pense que ce mot-là vous est un petit peu inconnu. L'idée, c'est qu'après ces 30 minutes approximatives, vous ayez une idée plus claire. Donc, qu'est-ce que la permaculture? Nos anciens avaient de la connaissance de la Terre, et à l'époque, et grâce à leur expérience et leurs observations, ils savaient quand, où et comment planter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, il y a eu la révolution verte avec les engrais, les pesticides et tout ça, où on a augmenté la production, mais où à ce moment-là, en fait, l'humain a perdu sa connaissance de la Terre, sa connaissance de la nature. L'idée, en regardant ce que nos anciens avaient comme connaissance, et ce que nous, on a développé aujourd'hui, c'est de reprendre un petit peu ces bases de contact avec la nature. Donc la permaculture s'inspire de ces connaissances, et elle y a ajouté la connaissance des sciences actuelles et la technologie. Par ce biais, nous recherchons à soigner et à rendre permanents les sols, l'eau et les productions alimentaires. La permaculture, il y a une petite blague que notre enseignant Alfred, ici présent, avait fait sur la révolution déguisée en jardinage. C'est juste que c'est commencer à envisager un jardinage un peu différent. Pas uniquement pour le plaisir, mais clairement pour chercher une sécurité alimentaire. La permaculture a été basée sur 3 éthiques. Donc la permaculture a été inventée par un homme qui s'appelle Bill Mollison, qui est un Australien dans les années 70. Et il a basé donc la permaculture sur 3 points de base très importants qui sont prendre soin de la planète, donc prendre soin des gens et partager les surplus. Autour de ces éthiques-là ont été développés des principes. On va passer très rapidement sur les principes parce que là on rentre vraiment plus profondément à la permaculture. Mais grâce à ces principes, en les appliquant sur les terrains, on va permettre justement de se réapproprier ces connaissances, d'augmenter nos productions et surtout de faire ça pour longtemps. L'idée c'est vraiment pas seulement d'avoir une grosse production la première année, mais au fur et à mesure des années, en améliorant les qualités de sol et en apprenant à gérer ces énergies qui nous sont données par le soleil, par l'eau et par toutes ces choses-là, de vraiment pérenniser les choses. On va vous montrer une petite vidéo d'un jeune dans le Morvan qui a lancé un site en permaculture il y a 5 ans. Vous allez voir qu'il fait pousser des plantes à 400 mètres d'altitude qui sont surprenantes, parce que c'est une zone quand même assez froide et humide. Et pourtant, je vous laisse apprécier ces 5 minutes de vidéo. Cette page été spéciale jardin vous invite à un plongeon dans un monde encore plus connu, celui de la permaculture. À la Grande Verrière, en plein cœur du Morvan, Nicolas Pézeril cultive citronniers, manguiers et même papayers sur un terrain de 30 hectares, sorte de laboratoire à ciel ouvert. Un jardin étonnant que nous vous invitons à découvrir. Donc ça c'est le cassis penchon, qui est le plus gros. Ah oui, encore en formation. C'est l'un des meilleurs aussi. C'est la plus grosse framboise. Ça c'est du kiwi de Sibérie, qui monte facilement des arbres les plus hauts. Azimini. Ah c'est quoi ça? C'est le manguier qui reste à moins 25. Et le manguier à moins 25. Hein. Ça, qui a un goût de fraise grillée à l'ananas, une texture fondante d'avocat. Ça fait 200 fruits par arbre. Et ça mûrit très bien sous nos climats, jusqu'en Tchécoslovaquie, Canada. Il y en a beaucoup qui poussent, hein, les manguiers. Il y en a... Ouais, sur chaque butte, un but pratiquement. Les buttes, c'est important ça de faire des buttes? Ah oui, c'est important. Ça permet de ne pas tasser le sol. Tu vois, tu peux enfoncer la main. Cette butte, elle a 3 ans et tu vois, on peut facilement labourer, tu vois. Enfin, labourer. Il n'y a pas à labourer, juste enfoncer, repiquer, tu vois, c'est prêt à être piqué, ça. Ah, il y a un serpent. C'est pour ça que je prends une fourche. C'est rempli de verre. Un ver qui ne vit pas dans la terre, mais que dans les matières organiques. Ça grouille. C'est une espèce qui peut vivre en très haute densité, qui mange son propre repas par jour. Du coup, il faut une espèce de poudre qui retient 3 fois plus l'eau qu'elle tourne, la meilleure terre qui soit. Alors on a aussi un autre engrais là. La consoude. Ouais. Ça produit 30 kg de feuilles par an. Il faut le couper en 7 fois.
C'est riche en azote et en potasse, mais ça manque de carbone. Du coup, il faut mélanger. La course-soupe, c'est très bien pour les vers, ils adorent ça. Décomposition rapide, par contre. Ça, alors là, on applique des principes un peu de la permaculture. Ça fait partie des principes. Avoir le fourrage le plus proche possible de l'endroit qui en a besoin. Des principes en permaculture, il y en a à la pelle. Nicolas s'inspire largement de cette science née dans les années 70. Pas de déchets, tout est recyclé. Diversité des espèces cultivées, observation de la nature et respect des écosystèmes. Là, il y a du poire du nain, des aubépines. Je plante pas mal d'aubépines sur les buttes parce qu'on peut greffer 10 fruitiers différents dessus, ça fait dynamisme. Donc les poires-naines, l'aubépine, elle a un enracinement très sympa. Elle concurrence pas les autres arbres, elle serpente jusqu'à temps de trouver sa place. Donc on peut la planter à côté de tous les arbres, même des légumes. Au final, ça fait une espèce de potager où on mange des fruits, des légumes, des baies et même des plantes sauvages sans qu'il y ait, il y a le minimum d'entretien, quoi. Une nature renforcée par l'homme, généreuse mais autonome, sans la plus petite once d'engrais chimiques ou de pesticides, bien sûr, c'est le credo de Nicolas, une culture permanente, avec une ambition. On va dynamiser tous des petits villages les plus isolés avec la diversité, quoi. Les gens en veulent, quoi. Au lieu d'aller dans le supermarché là où il y a la diversité, ils ont le potentiel de faire ça chez eux, quoi. Ils sont entourés de terre. C'est fou, quoi. Tout le monde est étonné qu'on peut faire pousser des olives, des amandes, des abricotiers dans le Morvan, des kiwis, des manguiers, je comprends. Mais voilà, on reste tout le temps où à la poire, la pomme, la prune, et puis ça s'arrête là, quoi. Pour lutter contre les hautes herbes, Nicolas fait appel à ses fidèles assistants. C'est la myrtille américaine, Vaccinium HCI. Donc elle monte à 3 mètres de haut, elle fait des grappes de myrtille. Hein. Elle est très très productive. Et très bonne. Débarqué il y a 5 ans dans le Morvan, Nicolas a planté des milliers d'arbres à partir de graines cultivées dans sa serre ou de greffes. À 24 ans, il projette de produire des tonnes de fruits et de légumes. Je viens de Paris, je me suis mis à aimer la nature et j'ai pu regarder, je voyais bien clairement de plus en plus ce que je voulais, j'en avais marre, quoi. Et on a tous des activités vraiment pas forcément épanouissantes, ouais. Et toi, t'as trouvé ta voie? Ah oui, oui. Tous les jours, c'est un grand cadeau, quoi, c'est sûr. Papa est dans le Morvan. C'est vraiment ça. C'est qu'un début. C'est un peu chaotique pour l'instant, mais ça va finir par se mettre en place. La permaculture a donné un sens à la vie de Nicolas, une expérience très riche qu'il espère partager avec le plus grand nombre. Alors avis aux amateurs, pour nous il est temps de nous quitter. Très bonne soirée sur notre antenne. Donc on va continuer. Pour relier le Morvan à Chamonix, on a fait une petite carte d'identité sur la vallée de Chamonix. Les différentes choses dont on a besoin de comprendre comment fonctionne cette vallée au niveau de quand on va faire une analyse pour réfléchir à quelles sont les choses qu'on peut planter ici. Donc dans la vallée, l'altitude se situe entre 700 à 1500 mètres. La pluviométrie est d'environ 6000 mm par an, ce qui fait sur chaque mètre carré au sol 6000 litres d'eau qui tombent par an. La température peut varier d'un jour à l'autre avec de grandes amplitudes thermiques. L'ensoleillement est variable selon l'emplacement, dû aux montagnes, ça vous l'avez compris. Il est vraiment très important d'avoir un minimum de 6 heures de soleil si vous voulez avoir une production. Si vous avez en dessous de ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Les saisons de culture en terre se situent de mai à octobre, en extérieur bien sûr. Les pentes rendent difficile la culture due à l'érosion. C'est pour ça que dans beaucoup d'endroits où il y a des pentes, les terrasses ont été créées pour justement ralentir cette érosion et conserver les nutriments dans le sol. Et la direction du vent est difficilement prévisible. Donc comment appliquer la permaculture dans la vallée? On ne va pas vous présenter ça ce soir parce que c'est un sujet, on pourrait y passer 15 jours. Nous vous présenterons ça dans le jardin. L'idée au jardin, c'est justement d'y organiser des ateliers qui sera ouvert à tout le monde, les jardiniers du jardin pilote et toute personne intéressée. Des exemples d'ateliers qu'on pourrait mettre en place, comment faire un compost et améliorer vos sols, comment associer les plantes,
comment vous débarrasser des mauvaises herbes sans effort, comment reproduire vos graines, comment se protéger des nuisibles de la météo, comment augmenter votre productivité, comment éviter d'arroser, et plein d'autres. Donc le jardin public, ce que Tim et Jérém ont déjà dit, mais le but de ce lieu, ce sera vraiment de donner de l'inspiration aux gens. Le principe est vraiment d'en faire un lieu public avec des bancs où les gens pourront venir s'installer, discuter, et d'apprentissage. Et l'idée est également d'organiser des ateliers pédagogiques pour les écoles, voir avec les institutrices et instituteurs si on peut, professeurs des écoles, pardon, si on peut justement organiser ça et donner cette connaissance aussi aux enfants. Ce sera également un lieu de travail en groupe, parce que l'idée c'est de développer une production de groupe et pas chacun sa petite parcelle avec chacun ses petits légumes, et vraiment de penser en termes d'unité. Et surtout le but final sera de démontrer l'efficacité de la permaculture dans nos régions. Voilà, ça c'est une photo de ce à quoi pourrait ressembler le jardin, avec des panneaux d'affichage, avec des bacs, et, pour expliquer un petit peu comment on travaille. Donc pour rendre tout ça plus réel, vous avez peut-être des questions comme vous pensez ne pas avoir suffisamment de temps pour faire du jardinage. C'est vrai qu'en permaculture, on va pas mal passer de temps à réfléchir avant. Et l'agencement des éléments du jardin vont vous permettre en fait de gagner du temps et de l'énergie. Un exemple, plutôt que de placer son compost au fin fond du jardin, nous on va plutôt mettre le compost à l'endroit où on en aura besoin l'année suivante. Ce qui permettra de ne pas avoir à déplacer le compost qui aura été fait. Un autre exemple, mettre en place des lits de culture ou des buts, comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo, pour éviter de tasser le sol et d'améliorer votre rendement sur peu d'espace. Votre dos, on sera super content. Parce que le principe de la butte, c'est justement de pouvoir cultiver sur les flancs de la butte, qui augmente, voilà, les plantes se trouvent un peu plus haut. Ça évite de se mettre par terre. Puis le principe de la butte, c'est sur quelques années, en fait, en mettant en place une butte avec en son centre des troncs, des branchages, et en le recouvrant avec du compost, de la terre et du paillage, ça va vous permettre en quelques années, quand cette butte va se décomposer, de recréer un sol très très riche. Ce qui permet pendant plusieurs années de ne pas avoir à travailler le sol. Donc c'est du gain de temps et c'est du gain d'énergie encore une fois. Travailler avec la nature et pas contre, c'est un principe de la permaculture qui est vraiment très important. Une autre question qui pourrait vous traverser l'esprit, pensez-vous qu'il est impossible de produire toute notre nourriture nécessaire dans notre vallée? Imaginez si chaque espace vert ici, plutôt que d'avoir des pelouses, se transformait en potager. Vous imaginez l'abondance de nourriture qu'on aurait? C'est déjà fait en fait, c'est en train de se passer dans pas mal de villes, en France, en Angleterre et un peu partout dans le monde, où les gens commencent à mettre ça en place. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des incroyables comestibles. C'est quelque chose qui est vraiment qui est en train de se mettre en place. Voilà. Des gens en fait en pleine ville installent des bacs, plantent des légumes et l'offrent à qui veut bien les récolter. Le principe c'est que, comme vous allez voir dans une petite vidéo qu'on va vous projeter juste après, étrangement, ce genre de bac placé en ville et donné à n'importe qui, enfin donné à tout le monde, c'est en train de changer la société. Donc là, on va vous montrer la petite vidéo, on reviendra sur la conclusion après. Je suis admirative de ton élégance. Il n'y a pas que le foot à Manchester. François, notre invité, nous parlera d'une opération drôlement intéressante, Stéphane. Absolument. En Angleterre, ça s'appelle Incredible Edible.
Et en France, ça s'appelle incroyable comestible. Cela consiste à installer en ville des plantes nourricières, de manière à ce qu'il y ait plus d'autonomie nourricière dans la ville et que les uns les autres puissent aller picorer, prendre des pommes, trouver des légumes dans des jardinières installées sur les trottoirs. Comme à la campagne. Voilà, c'est complètement nouveau. Home again, home again. One day I know I feel home again, home again. Bonjour François. Bonjour Noël. François, j'aimerais que vous nous parliez d'une incroyable expérience qui se déroule depuis 2008 en Grande-Bretagne. Oui, c'est une expérience de citoyens qui se sont lancés dans un programme qui s'appelle Incredible Edible à Todmorden, près de Manchester, et ils ont décidé de faire l'expérience de l'autosuffisance alimentaire par le partage, par la solidarité, l'entraide entre les gens, et ils se sont donné 10 ans pour y arriver, à partir de 2008, et au bout de 3 ans, ils ont fait un questionnaire aux habitants pour savoir comment ils se nourrissaient, et 83% des produits alimentaires proviennent du local, et à 50 miles, 80 km à la ronde, on se nourrit en priorité chez le petit producteur local. D'accord. Vous m'avez expliqué qu'il y avait 3 plateformes de fonctionnement. Oui, tout à fait. Et les 3 plateformes, ils appellent ça les spins, c'est les plaques tournantes. C'est la communauté, la première, on appelle ça la participation citoyenne. Et puis, il y a la pédagogie avec l'éducation des enfants, la formation continue pour apprendre à jardiner, à cuisiner, à transformer les aliments, etc. Et la 3e plaque tournante, c'est l'économie locale, bien entendu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que l'idée, c'est de se nourrir localement, Oui. avec des gens qui cultivent et qui vendent leurs produits cultivés donc sur place ou quasiment, ou est-ce que c'est d'avoir, parce que là il y a écrit gratuit. Ah, ben oui, c'est ça gratuit, c'est payant? Ça peut surprendre, effectivement. Il y a 70 bacs dans la ville de nourriture à partager qui sont gratuits. Ils appellent ça les bacs de propagande. Et donc, c'est le catalyseur de reconnexion par le partage avec la terre nourricière. Et c'est parce que les gens se reconnectent entre eux avec la terre nourricière qu'ils prennent conscience qu'on peut faire autrement, qu'on peut se nourrir localement et donc se tourner vers les producteurs locaux. Ça veut dire qu'à Todmorden, on a installé des bacs dans la ville, Oui, que les enfants, les adultes les mettent en culture, oui. et que ce qui est produit dans ces bacs Oui. est à disposition de tout le monde. Exactement. C'est des bacs dans les rues qui sont réalisés par les familles, avec les enfants, mais il y a aussi toute la ville qui se met dedans. C'est-à-dire que devant le commissariat de police, vous avez 2 énormes bacs. Et ce sont les policiers qui viennent faire pousser le maïs et les gens viennent se servir. Oui, mais François, excusez-moi, c'est pas un bon exemple devant le commissariat, parce qu'on va pas aller voler dans le bac qui est devant le commissariat, faudrait être fou. Mais les autres bacs qui sont un peu plus loin sont pas vandalisés? Si c'est écrit ça dessus déjà, il n'est Exactement. plus question de vol. Quand on fait une action incroyable comestible en France, à Paris par exemple, alors les gens disent « Oh mais c'est génial, il faut le faire partout !» Puis après ils se ravisent en disant « Chez moi ça ne marchera pas, ça sera volé !» Alors on a raconté ça aux Anglais, puis les Anglais ils ont éclaté de rire. Ils disent « Ça ne peut pas être volé, c'est donné, c'est gratuit. Et si vous en mettez partout et que c'est vous qui le faites en plus, ça n'a plus de sens le vol. » Et donc ils ont constaté à Todmorden qu'il y a un effondrement de la délinquance, de l'incivilité, parce que les gens deviennent responsables, les gens s'entraident, c'est eux qui participent. Fort de cette expérience, vous qui avez travaillé sur la sécurité alimentaire, Oui. vous avez vendu cette histoire, et Oui. comment ça se passe? Eh bien, j'ai découvert en décembre 2011 qu'il y avait une expérience en Angleterre, à Todmorden, qui fonctionnait. Il y a 35 villes maintenant dans le nord de l'Angleterre. Ils s'y mettent tous les unes après les autres, ils découvrent un art de vivre extraordinaire, l'économie repart, ils sortent de la crise et ça marche. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut le faire. Alors, on va le faire nous-mêmes. Et en janvier, eh bien, j'ai rassemblé quelques amis en Alsace, à Colroy-la-Roche, à Fréland, et on s'est dit, bien, on va être le changement qu'on veut voir dans ce monde, et on fait le bac de nourriture à partager devant notre maison. Et puis le voisin a commencé à faire la même chose, et puis un autre voisin, puis la ville d'à côté, et puis maintenant il y a une commune par jour qui rejoint le mouvement en France et dans le monde. Le but, c'est de lutter contre la pauvreté, ou le but, c'est de cultiver de façon écologique? Le but, ça n'est pas la sécurité alimentaire. Le but, c'est de se reconnecter entre les gens avec la terre, et la sécurité alimentaire est un moyen pour y parvenir parmi d'autres.
D'accord? Donc vraiment le but, c'est un nouvel art de vivre, c'est de bâtir une nouvelle société solidaire, une société de bienveillance, d'entraide, de gentillesse. Mais c'est un grand bouleversement de mentalité dans la mesure où il était interdit, les villes s'interdisaient en tout cas de planter des végétaux, des arbres qui pouvaient servir de nourriture. C'est pour ça les chênes, les platanes, les tilleuls dans les villes, mais jamais de pommiers, jamais de poiriers, à part quelques exceptions. Et voilà que tout à coup, c'est l'inverse qui se passe. J'ai trouvé une photo de Robert Doisneau en 1945 en Alsace, où on voyait le long des routes, il y avait des pommiers qui mesuraient 15 mètres de haut, qui donnaient des tonnes de pommes. Et aujourd'hui, on met des platanes et les gens n'ont pas à manger dans les familles en difficulté. Eh bien ça, on va le changer. Avec les incroyables comestibles, on va planter partout des fruitiers et on va partager pour créer une société d'abondance partagée. C'est étonnant comme dans ces périodes de crise, il y a des choses comme ça qui peuvent être auxquelles on peut tordre le cou. Oui, exactement. On dit que il y a un certain nombre de marginaux qui sont dans la crise aujourd'hui, qui inventent un autre monde. On dit que la marge éclaire la page, hein, comme dans les termes d'imprimeur. Eh bien, par cette crise, par ces situations marginales, on est amené à trouver, imaginer une autre façon de vivre. Et je pense que le partage, c'est un langage universel. Je pense qu'il n'y a pas de frontières. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mouvement aujourd'hui ne connaît pas de frontières. C'est mondial. C'est une démarche vraiment sur tous les continents. Bien, nous, Silence ça pousse, nous suivrons cette nouvelle démarche. Ah, ça nous fait très très grand plaisir. Merci. Merci François. Sur notre site, bien sûr, vous pourrez trouver toutes les références d'incroyables comestibles. Merci François. Stéphane, c'est un petit peu ce que tu fais dans les pas de panique. Quand tu vas donner un coup de main, tu apportes ton savoir à ceux qui en ont besoin. Regardez chez Mélinda. En fait, j'ai juste un mot qui me passe en tête. Tout ce qu'on a présenté là, c'est juste de la logique. C'est vraiment là où on doit se rendre. J'espère que ça vous aura inspiré. On va finir sur une petite conclusion, puis après, si vous avez des questions, on se fera une joie d'y répondre. Donc, une conclusion est nos racines nous inspirent, parce que c'est vraiment ça. Nous sommes des jeunes motivés qui rendront possible une autre agriculture dans la vallée de Chamonix pour expérimenter des techniques de permaculture. Rétablir notre sécurité alimentaire et permettre un partage équitable d'aliments sains devrait nous préoccuper pour prévenir un avenir d'abondance. Je pense que j'ai tout dit là-dedans. Donc si vous avez des questions,